Aujourd'hui, on s'immerge sans s'attendre dans les coulisses de la reproduction humaine. On va décoder une molécule absolument fascinante, la progestérone. C'est elle la véritable chef d'orchestre, de l'échelle cellulaire la plus microscopique à l'organisme tout entier. C'est un sujet complexe, mais passionnant. Alors plongeons tout de suite dans cette architecture moléculaire qui dicte littéralement le potentiel de la vie. Voici notre plan de vol. On attaque avec la chimie et la biosynthèse, puis on verra son transport et sa dégradation. Ensuite, zoom sur son mécanisme d'action, ses rôles physiologiques, le cycle et l'ovulation, pour finir avec les hormones complémentaires. Première étape, la chimie et la biosynthèse. Concrètement, la progestérone, c'est du lourd, C21H30O2. C'est une hormone stéroïdienne classique qui dérive directement du cholestérol via une petite étape intermédiaire, la prégnénolone. Ce qui fait toute la différence ici, c'est sa géométrie. Une fonction cétone en position 3 et une double liaison hyper spécifique entre les carbones 4 et 5. C'est littéralement la clé moléculaire qui va déverrouiller tout le système reproductif. Mais comment on la fabrique? Eh bien, ça se fait en 2 temps, comme une recette ultra précise. D'abord, dans la mitochondrie. Le cholestérol arrive, subit quelques transformations enzymatiques, et là, la 20-22 desmolase entre en scène pour rompre la chaîne et donner la prégnénolone. Ensuite, deuxième phase, on sort de la mitochondrie. La prégnénolone rencontre 2 autres enzymes et se transforme enfin en notre produit fini, la progestérone. C'est quand même fou de se dire que le cholestérol, qu'on diabolise souvent, est en fait la brique de base universelle. À partir de lui, la cascade enzymatique s'enclenche pour donner la progestérone, mais pas seulement. C'est le même point de départ pour la testostérone ou l'estradiol. C'est un empire hormonal complètement interconnecté où rien ne se perd. Passons au transport et à la dégradation. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que la progestérone vit à 100 à l'heure. Dans le sang, elle circule soit librement, soit accrochée à des transporteurs comme l'albumine ou la transcortine. Mais attention, sa demi-vie est d'à peine 30 minutes. C'est chrono en main. Elle agit très vite et elle disparaît tout aussi vite. Le foie se charge de la dégrader en prégnanédiol, un déchet inactif qui finit tout simplement sa course dans les urines. Allez, on zoome encore un peu au cœur des cellules, le mécanisme d'action. Imaginons le récepteur de la progestérone comme une véritable star, très VIP, cachée dans le cytoplasme. Elle est entourée de gardes du corps assez massifs, les protéines de choc thermique ou HSP. Tant que ces gardes sont là, le récepteur ne fait absolument rien. Il est verrouillé. Et l'heure du déverrouillage, c'est tout simplement l'arrivée de la progestérone. Et pour rendre le système encore plus intelligent, ce récepteur nucléaire joue sur 2 tableaux. Il existe sous 2 formes, PRA et PRB. C'est un peu le yin et le yang cellulaire. L'isoforme PRA bloque les choses, c'est un répresseur, alors que le PRB, au contraire, est un activateur. Une subtilité qui permet au corps un contrôle d'une précision vraiment redoutable. Du coup, quand la progestérone s'attache à son récepteur, la séquence s'emballe. Les gardes du corps HSP déguerpissent direct. Le récepteur s'associe à un jumeau, c'est la dimérisation. Ensuite, tout ce beau monde migre du cytoplasme vers le noyau de la cellule, vient se clipser sur des zones ultra spécifiques de l'ADN, les fameux éléments PRE, et voilà, l'interrupteur génétique est activé et la transcription des gènes est modifiée. Mais concrètement, à l'échelle du corps, ça donne quoi? Voyons les rôles physiologiques. Le but absolu de la progestérone, c'est de préparer le nid pour une éventuelle grossesse et de le protéger à tout prix. Elle prend la muqueuse de l'utérus et la transforme en une véritable dentelle endométriale hyper accueillante pour l'embryon. Pour éviter que tout ça ne soit expulsé, elle met carrément l'utérus sous calmant en bloquant ses contractions. En parallèle, elle prépare les glandes mammaires et épaissit la glaire cervicale pour faire barrage. C'est un verrouillage biologique complet. Et si on cherche une preuve visible, palpable de tout ce remue-ménage intérieur, c'est la température corporelle. Sous l'effet de la progestérone, la température basale grimpe et se maintient sur un plateau bien net au-dessus de 37 degrés. Ce n'est pas un détail, c'est la signature thermique indiscutable de l'ovulation et du passage en phase lutéale. Ce qui nous amène logiquement au cycle et à l'ovulation. La véritable usine de production à ce stade, c'est le corps jaune. Au 14e jour du cycle environ, pic de LH, l'ovocyte est libéré. Mais le follicule qui l'abritait ne meurt pas, il se métamorphose en corps jaune. C'est lui qui va pomper la progestérone à plein régime. S'il y a nidation, il continue son travail acharné pour sauver la grossesse, sinon, il dégénère, les taux hormonaux s'effondrent et le cycle repart à zéro. Enfin, jetons un œil aux hormones complémentaires. Parce que ce système ne fonctionne évidemment pas en solo. Il y a aussi les inhibines, des glycoprotéines qui agissent en coulisses. L'inhibine B, c'est l'éclaireuse. Sécrétée en début de cycle, elle est un excellent indicateur clinique de la réserve ovarienne. L'inhibine A, elle, monte en puissance pendant la phase lutéale, exactement avec notre progestérone. Fait particulièrement marquant, c'est un marqueur tellement pertinent qu'on l'utilise pour dépister la trisomie 21 chez le fœtus.
Et impossible de parler de réserve ovarienne sans évoquer la fameuse AMH, l'hormone anti-mullérienne. Elle est présente quasiment depuis toujours, de la fin du développement fœtal jusqu'à la ménopause. C'est le thermomètre absolu du stock d'ovules fécondables. C'est aussi pour ça qu'un taux d'AMH qui crève le plafond est souvent le signe d'un syndrome des ovaires polykystiques. C'est un traceur redoutable de la santé reproductive tout au long de la vie. Quand on prend un peu de recul, partir d'une simple molécule dérivée du cholestérol, qui vit à peine 30 petites minutes, et réaliser que c'est elle qui orchestre l'architecture même d'un utérus, c'est vertigineux, non? Comment une chorégraphie biochimique aussi éphémère et microscopique peut-elle dicter l'apparition d'une nouvelle vie humaine? C'est toute la beauté de l'endocrinologie. Une mécanique de précision parfaite qui prouve que la biologie ne laisse décidément rien au hasard. On espère que ce décryptage aura rendu toute cette incroyable machinerie un peu plus concrète pour tout le monde.